Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse au terminal STL-PCL. Alors je vous explique un petit peu, nous nous sommes entendus avec Monsieur Julien pour que dans cette période nous nous répartissons un petit peu le travail. Donc moi je vais m'occuper essentiellement de la partie bilan et Monsieur Julien s'occupera de la partie exercice, anal, correction des exercices. Donc voilà, je vous propose de commencer aujourd'hui la notion de capteur. Donc il faudra évidemment écrire ça sur votre cahier. Dans dans cette partie, vous trouverez évidemment les notions essentielles à écrire, euh, évidemment dans votre cahier, et le bilan en entier. Donc il y a pas mal de choses à écrire sur la notion de capteur. Alors ça, vous allez voir, vous n'allez pas avoir 50 choses qui peuvent tomber au bac dessus, mais quand même, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut attendre de vous. Donc la première chose, c'est si on regarde un petit peu le bulletin officiel, vous devrez être capable de citer quelques exemples de capteurs et de détecteurs utilisés dans un dispositif de transport. Vous serez obligé aussi de préciser les grandeurs d'entrée et de sortie, ainsi que le phénomène physique auquel la grandeur d'entrée est sensible. Vous devrez aussi distinguer les deux types de grandeurs, analogiques ou numériques, interpréter le spectre d'un signal périodique, déterminer la fréquence du fondamental, déterminer les harmoniques non nulles, mettre en œuvre expérimentalement une chaîne de mesures simple, conditionneur de capteur, conditionneur de signal, et pour finir, numérisation. Donc voilà, écoutez, on va un peu parler de tout ça. Vous allez voir, rien de bien méchant. Donc on va commencer par rappeler la définition d'un capteur. Un capteur, c'est un dispositif sensible aux variations d'une grandeur physique, entrée, en fournissant un signal utile, sortie, le plus souvent sous forme électrique. Donc on rappelle rapidement une grandeur physique d'entrée, position, vitesse, force, température, capteur. Donc évidemment ça rentre dans un capteur et on essaye d'en obtenir souvent une grandeur plutôt électrique. Donc la première chose à se rappeler, c'est les qualités d'un capteur. Donc évidemment, vous n'avez pas de choses ici à apprendre par cœur, c'est plus pour vous, que vous essayez de vous retenir qu'il y a un certain nombre de critères, notamment l'étendue de mesure, c'est la plage des valeurs d'entrée dans laquelle le capteur fonctionne correctement. Par exemple, si vous prenez un voltmètre, eh bien, il y en a certains qui vont fonctionner entre 0 et 12 volts, et puis certains vont fonctionner entre 0 et 240 volts, et puis d'autres entre, par exemple, 0 et 10 000 volts. Voilà. La résolution, c'est la plus petite valeur qu'il peut afficher. Donc par exemple, sur une règle, vous avez parfois des règles qui peuvent aller jusqu'au demi-millimètre, et puis certaines vont seulement au millimètre. Donc ça dépend de la résolution. La sensibilité, c'est une grandeur qui correspond plutôt au coefficient directeur d'une droite. Donc souvent, si on vous demande de calculer la sensibilité, on vous rappellera cette formule, et en plus de cela, il faudra calculer ni plus ni moins que le coefficient directeur. En ce qui concerne la fidélité, c'est l'aptitude d'un capteur à toujours restituer la même valeur. C'est un point assez essentiel pour un capteur. La justesse, c'est l'aptitude à donner des indications égales à la grandeur mesurée. Et pour finir, la précision, évidemment, l'aptitude d'un capteur à donner des valeurs proches de la valeur vraie. Voilà, donc ça c'était les différentes qualités de capteur. Je rappelle que là-dessus, il n'y a pas grand-chose à savoir, pour le moment. On va maintenant rappeler ce que c'est un appareil fidèle. Un appareil fidèle, c'est donc primordial. On voit en quoi c'est important, c'est que ici, on voit bien qu'il est fidèle parce que les points sont très resserrés. Alors malheureusement, il n'est pas juste parce qu'il devrait être au centre de la cible. Pour l'appareil juste, c'est l'inverse. Il est au centre de la cible, mais on voit que c'est moins fidèle, donc les points sont dispersés. Et puis ici, on constate que c'est à la fois fidèle et juste. C'est évidemment ce qu'on cherche à avoir tout le temps. Alors, pourquoi j'ai dit un appareil fidèle est très important? Parce que même s'il n'est pas juste, comme c'est le cas ici, il suffirait de le réétalonner pour qu'il devienne juste. Donc ça, c'est pas trop grave. Par contre, si un appareil est seulement juste, et qu'il n'est pas très fidèle, eh ben, vous aurez beau réétalonner, ça ne changera rien, on aura une dispersion importante. Euh, pour capter une grandeur physique et la rendre exploitable par un utilisateur, pour un utilisateur, on utilise une chaîne de mesure qui comprend donc un capteur et son éventuel conditionneur de capteur, un conditionneur de signal qui traite le signal délivré par le capteur pour en extraire un signal exploitable. On parle de conversion analogique numérique. C'est exactement ce que nous allons faire ensemble maintenant. Donc, la numérisation d'un signal s'effectue en deux étapes, l'échantillonnage et la quantification, réalisée par un convertisseur analogique numérique, CAN.
Je vous propose donc ici d'étudier donc qu'est-ce qu'un signal analogique. Donc, un signal analogique évolue de façon continue au cours du temps. Donc, ça, vous devez le connaître par cœur, c'est la définition. Un signal analogique évolue de façon continue au cours du temps. Un signal numérique, lui, évolue de façon discrète. Ça veut dire quoi? Par palier, au cours du temps. Donc, vous pouvez remplacer de façon discrète par palier. Il ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs. Évidemment, savoir reconnaître des signaux de nature analogique et des signaux de nature numérique. Donc je vais essayer de regarder ensemble. Donc on vous montrera un schéma et vous devrez être capable au bac de trouver le signal analogique et numérique. Donc on voit bien qu'il y en a un qui évolue de manière continue. Regardez ma souris. Évidemment, celui-ci, ce sera le signal analogique. Donc c'est le signal noir. Et puis il y en a un qui évolue par palier, donc de façon discrète. C'est bien le signal rouge. On voit le signal numérique. Ça, c'est très important. Vous devez être capable de repérer un signal analogique d'un signal numérique. Continuons un petit peu. Par rapport à un signal analogique, un signal numérique a l'avantage d'être plus facile à transmettre et à stocker, car il est peu sensible aux perturbations. Cependant, on regarde ici, il y a une perte de l'information. Le signal analogique a une grande information, alors que le signal numérique, ici, a une information beaucoup moins importante. C'est la raison pour laquelle l'information est de plus en plus transmise et stockée sous la forme de signaux numériques. Mais cela nécessite de convertir des signaux analogiques en signaux numériques, et cette conversion diminue la qualité de l'information. C'est exactement ce que j'étais en train d'expliquer juste avant. Donc, on va maintenant parler de l'influence de la fréquence d'échantillonnage. Donc, qu'est-ce que c'est la fréquence d'échantillonnage? C'est déjà, on va essayer de faire simple, hein. On voit bien ici qu'on parle de période d'échantillonnage, puisque c'est TE et non pas la fréquence d'échantillonnage, mais déjà essayons d'évoquer ce que c'est. La fréquence d'échantillonnage est notée FE et elle s'exprime en Hertz. Elle correspond au nombre de prélèvements par seconde. La fréquence d'échantillonnage est l'inverse de la période d'échantillonnage. FE, c'est égal à 1 sur TE. Évidemment, la période d'échantillonnage, TE, s'exprime en secondes. On constate, regardez bien la souris ici, que lorsque l'on échantillonne le signal avec une grande période, le signal rouge ressemble nettement moins à la courbe du signal analogique. Alors que lorsque la période d'échantillonnage diminue, ce qui fait que on voit bien que le signal numérique ressemble davantage au signal analogique. On dit qu'il faut une petite fréquence, une petite période d'échantillonnage ou alors une très grande fréquence d'échantillonnage. Évidemment, c'est inverse. Donc, quand on veut donc on relie à partir d'ici, plus la fréquence d'échantillonnage est importante, plus l'ensemble des mesures prises se rapproche de l'ensemble du signal analogique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus la période d'échantillonnage est petite, plus le signal numérique ressemble au signal analogique, ou alors, on peut dire, puisque la période est inversement proportionnelle à la fréquence, plus la fréquence de l'échantillonnage est grande, plus le signal numérique ressemble à la au signal analogique. Voilà, ça c'est l'influence de la fréquence d'échantillonnage, vous devez savoir ça par cœur. Influence de la quantification maintenant. Donc la quantification, tout à l'heure on parlait de la période d'échantillonnage, donc c'est le plus petit intervalle de temps. Et maintenant, on va parler du plus petit intervalle de tension, ce que je suis en train de montrer là avec ma souris. Ça, c'est le plus petit intervalle de tension, c'est ce qu'on appelle aussi parfois le pas de quantification, on le note P. On va essayer de un petit peu finir par cela. La quantification consiste à chaque échantillon, à associer chaque échantillon une valeur déterminée, exprimée en langage binaire codé sur n bits. Pour une quantification sur un bit, l'échantillon peut prendre la valeur 0 ou 1. Pour une quantification sur 2 bits, l'échantillon peut prendre les valeurs 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Ça, vous le savez en mathématiques, vous l'avez déjà vu. Pour une quantification sur 3 bits, c'est un ensemble de 3 zéros, ou 0, 0, 1, ou 0, 1, 0, ou encore 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, ou 1, 1, 0, ou encore 1, 1, 1. Ce qui veut dire 8 valeurs possibles, soit 2 puissance 3 valeurs. Évidemment, pour une quantification sur n bits, il y a 2 puissance n valeurs possibles. Plus le nombre de bits est important, plus la quantification est précise. Alors justement, nous venons d'arriver à la fin de la partie où vous avez beaucoup de choses à retenir, puisque on pourrait quand même se poser la question, mais alors pourquoi on n'augmente pas de manière drastique la fréquence d'échantillonnage et la quantification? Pourquoi on ne prend pas 1 milliard de Hertz et pourquoi on ne prendrait pas 1 milliard de bits? Au moins on est sûr d'avoir un signal numérique proche du signal analogique.
Et évidemment, vous le savez peut-être, c'est une question de stockage, parce que si vous envoyez une petite photo et que cette photo fait d'un coup 1 giga, eh bien, vous allez avoir des temps d'envoi qui seront très très importants, et puis vous stockerez très peu de photos sur votre appareil photo, votre appareil portable. Donc ça serait un peu ennuyeux, donc c'est pour ça qu'il faut toujours jouer entre la fréquence d'échantillonnage et la quantification. La dernière partie, vous l'avez vu tout à l'heure, vous devez connaître un certain nombre de capteurs. Donc voilà, j'ai essayé de vous en proposer quelques-uns. Donc ici, on a le capteur de pression. Son principe de fonctionnement est le piézoélectrique, c'est-à-dire modification de la résistance d'un matériau soumis à une contrainte mécanique. Les applications professionnelles sont les suivantes. Et puis, alors, vous avez un certain nombre de choses. Je vous laisse le réécrire, ce tableau. Je crois qu'il est important de l'écrire puisque ça faisait partie de vos compétences au tout début. On vous demande de connaître un certain nombre de capteurs. Donc, par exemple, le capteur thermistance, le capteur à fil chaud ou à film chaud, le capteur inductif. À chaque fois, vous avez le principe de fonctionnement qui est décrit. Voilà, donc il faut le connaître, en connaître quelques-uns et savoir comment. Alors, ça, vous ne serez pas exactement tous dessus, hein, on est bien conscient, hein, simplement savoir déjà que ça existe et de connaître voilà, un certain nombre de grandeurs d'entrée. Par exemple, si je prends un capteur de pression, ben, la grandeur d'entrée, c'est bien entendu la pression. Et là, sa grandeur de sortie, comme toujours, ou presque, ce sera la tension. Ou alors, ben, la quasi-totalité du temps, vous l'avez vu, c'est la tension, puisque il est très facile de passer d'un signal analogique à un signal numérique, c'est-à-dire une tension, un pas de quantification, plus exactement. Et puis, d'autres types de capteurs, donc ici, le capteur de grandeur d'entrée, ça serait la position, la force accélérateur, et ici, vous avez le type de capteur, capteur capacitif, capteur optique ou potentiomètre. La grandeur d'entrée, c'est la composition de mélange. Là, vous parlez d'un capteur qu'on parle de sonde à oxygène. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter un petit peu cette vidéo et je vous souhaite une bonne continuité avec Monsieur Julien qui devrait vous dire le titre du chapitre, etc. très bientôt. À très bientôt. Au revoir.